Saga présente Étranger, tome 1 de Karasolac, lu par Marie Lamarque. Chapitre 1. Le lit grince, avec un rythme aussi parfait que soporifique, comme un métronome. Dans un mélange de draps froissés et de halètements contenus, l'odeur âcre de la transpiration s'insinue jusqu'à mes narines. Je réprime une grimace, fixe un point virtuel au plafond immaculé, alors qu'il s'écroule lourdement sur mon corps à moitié nu, le visage fendu d'un sourire satisfait. Je ne le laisse pas s'éterniser. Je m'extirpe sans aucune douceur, pressée d'en finir avec ce rituel désagréable, et rabaisse ma jupe après avoir essuyé le liquide entre mes jambes. Luc se redresse à son tour, revêt le masque de froideur qui lui sied si bien, et reboutonne sa chemise. « Il faut que je retourne au ministère », indique-t-il sans un regard. Ce n'est pas la première fois que lui et moi avons une relation sexuelle. Il est plus ou moins mon régulier. Notre taux de compatibilité crève les plafonds. Et il paraît que je n'ai pas vraiment à me plaindre, car Luc est plutôt bien bâti. Beau brun élancé, muscles saillants, pommettes bien dessinées et regard de braise. Pour couronner le portrait idyllique, c'est le fils du président Conrad. Et il a un poste haut placé au ministère des Représailles. Il gère l'armée des gardiens et les interrogatoires. Pourtant, même si je le trouve attirant, je n'arrive pas à le désirer. Lui comme un autre d'ailleurs. J'acquiesce et quitte la chambre. Aucun de nous n'a de temps à perdre. L'air frais se faufile sous mes vêtements et m'insuffle un regain d'énergie. Après quelques secondes d'apathie, je me remets en marche, plaque sur mes traits un sourire forcé à destination du gardien et sors de l'enceinte. L'écran digital ornant la grille qui me sépare de ma pseudo-liberté clignote lorsque je l'enclenche. Le scanner m'analyse de la racine des cheveux à la pointe de mes orteils. Lila Stevens, 29 ans, lance la voix atone. Vous avez ovulé ce jour à 6h35. Votre taux potentiel de fécondation est de 73%. Bonne journée. Je serre les dents. Bla bla bla. La grille s'ouvre enfin, refermant du même coup la réalité de cette sombre journée, sans doute celle que je déteste le plus au monde. Je redresse les épaules et adopte une allure fière et un pas cadencé qui me mène jusqu'à l'hôpital. Le récepteur digital sur lequel j'étale mes empreintes émet un bip avant de me laisser pénétrer dans l'enceinte. En parallèle, j'insère la montre faisant office d'ordinateur portable au poignet. Bienvenue, Dr Stevens. Votre rythme cardiaque est un peu élevé aujourd'hui. Vous devriez vous reposer avant d'entamer vos consultations. Je jette un œil désabusé à l'engin. Je viens de baiser avec un mec sans vraiment en avoir envie pour un rituel basique et animal en vue de me féconder. Alors oui, mon rythme cardiaque doit légèrement s'emballer. Vos pulsations continuent de grimper. Arrêtez-vous quelques instants, m'ordonne la voix implacable. Le gardien du service chirurgie dans lequel je travaille darde un œil sévère sur ma personne. Je baisse instinctivement les yeux. Ne pas faire de vagues. Je m'assois sur une des chaises prévues pour les patients et force exagérément ma respiration. Je dois absolument maîtriser mon mouvement d'humeur et parvenir jusqu'aux toilettes. Je le fais constamment. Paraître, sourire, dompter mon caractère et mes humeurs pour réguler mes fonctions vitales. Le gardien croise les bras et continue de me fixer, attendant implicitement les prochaines paroles de l'ordinateur. Je relève les yeux malgré moi, croise son regard sans âge, aussi froid qu'un iceberg. Sous la casquette réglementaire jaillit une mèche de cheveux grisonnants. Pourtant, ces traits juvéniles contrastent avec l'allure patibulaire et massive de sa musculature. Il tapote la poche contenant son arme, engoncée dans un uniforme entièrement noir. Seul le mot « gardien » brodé sur le devant, d'un rouge sang parfaitement de circonstance, égaye son austérité. Votre rythme cardiaque est à nouveau stabilisé.
J'attrape mon sac, cache ma précipitation derrière ma fausse nonchalance et traverse le hall avec détachement. Je sens la tension émaner de Juliette lorsque je la contourne, annonçant que je passe aux toilettes. Je referme soigneusement la porte et intime à mon cœur de ne pas s'emballer de nouveau. Je soulève alors le réservoir en prenant garde de ne faire aucun bruit, pour en saisir le petit sachet scotché dans la partie supérieure et doublement emballé dans du plastique étanche. Inspiration, expiration. Je lutte pour que le micro-ordinateur ne se déclenche pas. Décachette doucement le sachet d'une main tremblante et saisis la capsule pas plus grosse qu'un petit pois. Hors de question que je tombe enceinte une nouvelle fois. Juliette, une gynécologue de l'hôpital et la seule personne que je pourrais qualifier d'amie, crée ces pilules, confectionnées à prix d'or au marché noir, et m'en laisse dans les toilettes pour ma propre consommation, mais également pour que je puisse les distribuer. Cette pilule miraculeuse appelée Vita, quelle ironie, est indétectable dans le corps humain. Elle agit comme un composant de notre organisme, immunologiquement et biologiquement parlant, et forme une fine pellicule qui se dépose sur les ovules émis, bloquant ainsi toute chance de passage des spermatozoïdes au travers de la membrane. J'en absorbe une avec rapidité et fourre les autres dans la poche de ma veste. Je risque gros, j'en ai conscience. S'il prend l'envie subite à l'un des gardiens de me fouiller et qu'il trouve le sachet de capsule, je suis bonne pour passer devant le tribunal de haute trahison. Et dans ce cas, je ne donne pas cher de ma peau. À Valéria, la procréation est sacrée. Plus qu'un devoir, c'est une nécessité, notre salut. Sinon, l'humanité finira par s'éteindre. C'est inscrit dans tout bon bouquin d'histoire. Une fois sorti, je passe de l'eau fraîche sur mes traits décomposés. Je tiens juste à prendre un moment pour me ressaisir, pour affronter la journée sans affect, sans sentiment, comme la plupart des fantômes que je croiserai sur ma route. Les quelques mèches corbeaux humides que je distingue dans le reflet du miroir se plaquent contre ma joue de façon éparse et me brouillent la vue au passage. Je souffle exagérément, m'éponge le visage et réajuste mon chignon lâche. Une nouvelle journée s'annonce à l'horizon. Il est temps de l'affronter. Madame Adams est en salle d'opération. Le docteur Perry t'attend, m'indique Eva, l'infirmière en chef. J'avance comme un automate, traverse le couloir à une allure soutenue, les traits fermés mais l'esprit en ébullition. 1 mois de gagné. C'est à la fois rien et tout. Avant d'entrer dans la pièce, je croise subrepticement le regard de Juliette. C'est fugace, à peine décelable, mais l'éclat qui luit dans ses iris mordorés reflète ma propre rébellion silencieuse. Elle secoue sa chevelure blonde coupée en carrés courts qui retombe sur sa mâchoire prognate. Une ébauche de sourire apparaît au coin de ses lèvres tandis qu'elle aide une femme enceinte, en proie à de douloureuses contractions, à se mouvoir dans le couloir. J'ai rencontré Juliette lors de mes études de médecine. Même si l'attachement, autant amical que physique, est interdit à Valéria, un semblant d'amitié s'est instauré entre nous et nous rapproche. À moins que ce soit nos idéaux communs. Ce sentiment d'injustice, étouffé dans l'œuf à chaque bouffée d'oxygène. Parce que nous avons connu l'avant. Parce que l'embryon des souvenirs nous enchaîne à cette liberté qui n'est plus qu'illusion. J'avais à peine 4 ans lorsque Valéria a été créée. Trop jeune pour appréhender le monde extérieur et ses nuances, mais assez consciente pour me rappeler de mes parents, de ce sentiment d'amour qui fleurit pour s'épanouir au grand jour. Aujourd'hui, l'amour n'est plus qu'un mythe lointain. Les sentiments, une broutille. Parce qu'il faut reconstruire ce monde en friche. Parce qu'avant de vivre, il faut survivre. Après l'opération de Madame Adams, une appendicectomie sous cœlioscopie sans complications, je rejoins le réfectoire à peine bruyant pour le repas du midi. 5 gardiens entourent la pièce, le regard morne et la main posée sur leur arme.
comme si le personnel de l'hôpital pouvait s'unir et se rebeller en un instant. Repas 5 étoiles aujourd'hui pour toi. Vive l'ovulation! Chuchote Juliette avec une joie toute feinte. Mon repas comporte, en plus du pain maison habituel et de la bouillie infâme censée nous maintenir en forme, une multitude de fruits rares comme les pommes et le raisin, agrémentés d'une chantilly qui me fait saliver en moins d'une seconde. Et c'est bien le seul avantage de ce jour d'ovulation. Une fois par mois, les femmes de Valéria sont traitées comme des princesses. Et quand elles tombent enceintes, c'est le nirvana. Des gâteaux, des fruits, des friandises à profusion pendant 9 mois. De quoi noyer sa déprime. Merci. Je lui offre le plus piteux des sourires. Mais elle comprend tout naturellement que je fais référence à sa fameuse pilule et serre ma main sous la table. Franck voudrait te voir. Sa voix est à peine un murmure. Mais mon regard se porte sur les gardes pourtant à l'autre bout de la pièce, comme s'il pouvait avoir entendu ses paroles. Votre rythme cardiaque s'accélère, lance ma montre tonitruante. Un gardien s'approche, les sourcils froncés. Est-ce que tout va bien? Je ricane nerveusement, cherche un point d'ancrage où fixer mon regard. C'est toute cette nourriture, avouai-je sur le ton de la confidence. Mon cœur s'emballe d'excitation. Je ne note aucune réaction chez David, le gardien, hormis peut-être cette lueur de réprobation au son du mot « excitation ». Je suis tentée de le répéter, juste pour faire sortir ce petit air courroucé que je sens poindre. Excitation, excitation, excitation. Mais ma provocation est domptée par ma raison. Je n'ai strictement aucune envie de connaître les multiples châtiments corporels en leur pouvoir. Il s'en retourne sans commentaire, et je plonge le nez dans mon assiette. Qu'est-ce qu'il veut? Les yeux rivés sur la nourriture, mes lèvres remuent à peine, et mon attitude est plus que suspecte. La docilité a ses limites, tout comme Valéria. Juliette fait partie des rebelles du système, ce genre de personnalité traquée par le gouvernement Conrad et ses gardiens. Il veut que tu modifies les données d'un accouplement. Je lâche ma fourchette qui heurte bruyamment l'assiette et résonne dans le réfectoire. Le silence, encore plus assourdissant que de coutume, me prend à la gorge. Je ne suis pas aussi tranchée que Juliette. Si je conteste parfois le système, je ne le combats pas ouvertement. Je n'ai pas ce courage, je tiens trop à la vie. Alors ces petits services anodins, je ne les lui rends qu'avec parcimonie, essentiellement parce qu'elle me fournit les fameuses pilules qui m'empêchent de tomber enceinte. On en parle ce soir. Je finis au ministère à 19h. On se retrouve à l'immeuble à 20h. Dans la cité de Valéria, nous avons tous un double rôle. Une partie de notre temps est accaparée par un métier, l'autre par une fonction au sein de la communauté. Pour ma part, comme Luc, je travaille au ministère, mais celui de la procréation. Je suis chargée de coordonner les accouplements. Sauf les miens, bien entendu. Lorsque je quitte l'hôpital après le repas, je me sens groggy par les effets secondaires de la pilule. Je sais pertinemment que c'est momentané, mais j'ai toujours du mal à m'y accoutumer. Une fatigue extrême alourdit mon corps et mon esprit, tandis que la chaleur du soleil vrille mes sens. L'astre a dépassé le zénith, et en juin, la chaleur est omniprésente. Je quitte l'uniforme de médecin qui me couvre jusqu'aux pieds et balaye mon front moite de la main. Une couche en moins, c'est mieux, mais pas suffisant. Ma jupe tombe en dessous des genoux et j'adorerais m'en séparer. Il paraît qu'avant Valéria, les femmes pouvaient se balader à moitié nues dans une décadence sans pareille. Je n'en ai gardé aucun souvenir d'enfant, rien de choquant ou de vulgaire. Et là, je rêverais de pouvoir les imiter. Mais dans ce cas, l'arrestation me tendrait les bras. Les femmes doivent se fondre dans le décor. Le sexe, la luxure et le désir sont controversés. S'ils sont tolérés pendant l'accouplement, en dehors de l'ovulation, les sentiments tels que l'attirance ou pire, l'amour, sont prohibés, ainsi que tout ce qui est susceptible de provoquer le désir. Alors été comme hiver, les femmes sont engoncées dans des habits infâmes.
jogging, jupe et robe longue, pour que les hommes ne distinguent pas la moindre parcelle de peau sexy. Mes pensées se démantèlent lorsqu'une déflagration déchire mes tympans. Et c'est l'affolement général. Les habitants courent en tous sens, se bousculent et cèdent à la panique. Moi, en revanche, je reste immobile, les pieds englués au sol. À quelques mètres, des hommes armés et cagoulés forcent l'entrée du grand ministère. Mais les gardiens ripostent et tirent à vue. C'est un spectacle inédit qui se joue sous mes yeux. Il n'y a jamais le moindre esclandre à Valéria, à peine quelques actes de rébellion sévèrement punis. Alors qu'un groupe entier se soit organisé, me laisse pantoise. 2 hommes cagoulés s'écroulent. L'un la jambe en sang, l'autre touché en pleine poitrine. Une femme sortant du bâtiment récolte une balle perdue, tandis qu'une épaisse fumée s'intensifie, brouillant la vue et les sens. Des coups de feu, des cris puissants à la fois de douleur et de terreur se répercutent dans l'atmosphère. Alors mes réflexes de médecin prennent le pas sur ma stupeur, et malgré le danger manifeste, mes jambes flageolantes me portent à travers le brouillard jusqu'au blessé dès que les coups de feu s'arrêtent. L'odeur âcre du sang me prend aux tripes. Cette odeur métallique si caractéristique qui en fait défaillir plus d'un, mais pas moi. Elle est ma plus fidèle compagne, une de mes seules amies. Je croise le regard d'un gardien l'espace d'un instant, avant qu'il ne se tourne sans remords vers les 3 blessés déjà à terre, pour leur coller une balle dans la tête. La sentence a été brutale, sans compassion, et le gardien s'en est déjà allé, remplacé par des hommes de main chargés de nettoyer les dégâts. Une dizaine d'autres cadavres gisent au sol, embourbés dans le liquide poisseux si vital. Attiré par la scène macabre, je m'approche doucement, comme fasciné. L'uniforme de ces hommes m'est totalement inconnu, et mon pouls s'accélère devant la constatation lourde de conséquences. Ils ne viennent pas de Valéria. L'un d'eux est criblé de balles, les yeux révulsés pour l'éternité. Un symbole que je distingue assez mal est accroché à sa veste. En y regardant de plus près, c'est un poing levé en l'air, serré autour d'une torche d'où jaillit une flamme chatoyante. Je sursaute lorsque je sens 2 bras me tirer vers l'arrière sans douceur. « Circulez, s'il vous plaît, c'est dangereux. » La voix, aussi morne que celle d'un robot sans vie, me rappelle que je suis sur une scène lugubre, jonchée de cadavres. Les habitants de Valéria se sont éloignés, bien que je distingue nettement quelques membres du ministère aux fenêtres, à l'affût des événements. Une armée de gardiens pénètre bruyamment dans l'enceinte, suivie de 4 brancardiers, confirmant mes doutes. Ces intrus se sont faufilés jusqu'au ministère, éparpillant des blessés sur leur passage. Le gardien me secoue, puis me pousse à l'opposé. Je suis tentée de lui expliquer ma fonction de médecin, mais mon regard se pose sur mes mains tremblantes qui attestent de mon état émotionnel. Alors j'abdique, malgré ma curiosité morbide. Je jette un dernier regard à l'homme au symbole, et tandis que je m'agenouille pour lui clore les paupières, le gardien me tire sans ménagement vers l'arrière, sans doute irrité par mon geste d'humanité. Je m'engage dans la ruelle menant au quartier des 4 vents où je vis. Mais je m'immobilise à quelques mètres de là. Je frotte machinalement mes mains pour créer un minimum de chaleur, en dépit du soleil qui tanne la peau nue de mes bras, seule partie découverte autorisée. Le froid s'est insinué en moi. Si l'extérieur a été capable d'outrepasser les barrières infranchissables de Valéria, qu'en est-il de sa sécurité? Qu'en est-il de notre sécurité? Mon souffle devient chaotique devant cette peur incommensurable de me retrouver face à eux. Et c'est subitement, lorsque dans mon imprudente inactivité, je me suis laissé surprendre. Je ferme les yeux devant la douloureuse constatation. Le canon d'un revolver est posé contre ma tempe. Chapitre 2. J'esquisse un mouvement de la tête vers l'homme qui me tient en joue. Mais il m'immobilise de ses bras puissants et j'ose alors à peine respirer. Une odeur entêtante de fruits mûrs semble émaner de sa personne, rendant le danger un peu moins tangible. À tort. Bloqué contre lui,
Une goutte de sang s'écrase contre mon épaule, puis une autre. Il est blessé. J'ai peut-être une chance. Je jauge les options qui s'offrent à moi. M'enfuir alors que son arme est toujours braquée sur moi? Suicidaire. Crier? J'aurai à peine le temps d'ouvrir la bouche que je serai déjà morte. Ruser et la tirer vers les gardiens? Ça me semble la plus raisonnable des possibilités. Je m'éclaircis la gorge, prête à prononcer les quelques mots qui me mèneront vers la vie sauve, mais l'étranger me devance. « Il faut que je sorte de Valéria », susurre-t-il à mon oreille. Sa voix rauque gronde et mon corps se met à trembler. J'ai cette sensation étrange que ma fin est proche, mais surtout, je ne veux pas quitter la cité. Si rien ici n'est parfait, dehors c'est bien pire. Il relâche légèrement sa prise. Je ne compte pas te faire de mal. Dixit, celui qui pointe une arme contre mon crâne. Chuchotai-je sans reconnaître ma propre voix, étranglée par la peur. Pourtant, je ne peux contenir mon cynisme. Il a quand même participé à un attentat sans précédent et tué des innocents. Son étreinte se resserre. L'arme s'enfonce contre ma joue comme pour me rappeler qu'ici comme ailleurs, je n'ai aucun pouvoir. Tu m'aides à sortir ou tu ne termineras pas cette journée entière. Pour le moment, on va chez toi. L'homme me relâche brutalement et me retourne, me laissant perplexe. Malgré la cagoule, nos regards se croisent et s'enchaînent, se défient. Ses iris sont d'un bleu turquoise clair au reflet irisé, presque irréel, et expressif. Ce détail peut paraître anodin, mais tout dans cette cité n'est que froideur et dédain. Nous sommes à la fois vivants et morts. Alors la chaleur qu'il transmet me choque, autant qu'elle m'hypnotise. Pourtant, je n'arrive pas à analyser le regard qu'il porte sur moi, et cette incertitude me met mal à l'aise. Il me détaille un peu trop longuement, alors que de mon côté, je ne peux rien distinguer d'autre que ses yeux pénétrants. Le silence s'étire tandis que son arme s'est baissée. C'est le moment. Le bon moment. À peine quelques dizaines de centimètres nous séparent, alors je tente le tout pour le tout. Profitant de son apathie, je lui décoche un coup de pied dans le tibia, puis un autre dans le ventre. Il s'effondre sur ses genoux et porte la main jusqu'à son flanc droit, d'où le sang s'écoule, et forme une flaque à mes pieds. Il va se vider très rapidement. Son arme ricoche contre le sol et l'inconnu me lance un regard éploré. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne crois rien, c'est bien là tout le problème. À ma place, Juliette n'aurait pas hésité. Elle aurait porté secours à cet homme sorti de nulle part. Elle défend les opprimés, brave les interdits, le gouvernement et la mort. Mais moi, je suis plus mitigée. Je prends conscience des conséquences. Si je l'aide, les gardiens me trouveront et je mourrai. Ou pire, il me traînera hors de Valéria et mon sort sera scellé. Si je le laisse là, il mourra. J'attrape son arme et reprends ma route, à reculons, de peur qu'il me suive. Mais non, il gît par terre, à l'agonie. Je fais un pas de plus, puis deux, et j'entends le cri d'un gardien à quelques mètres de la ruelle. Je viens d'en trouver un autre, il est hors d'état de nuire. Traduction, il est mort. Mes yeux se ferment. Je m'insuffle une petite dose d'énergie et continue ma route avant de m'arrêter. Oui, je ne suis pas des plus courageuses, mais je ne suis pas lâche non plus. Et surtout, ma condition de médecin m'incite à enfiler le costume qui va avec. Je rebrousse chemin, plus déterminée que jamais, surtout lorsque ses gémissements me parviennent aux oreilles. J'ai 1000 questions à lui poser, mais le temps nous est compté. Il reste à peine 20 mètres à faire pour arriver devant le quartier, 50 de plus pour mon box. Je ne sais pas qui vous êtes, encore moins ce que vous faites là, mais vous ne mourrez pas par ma faute. Encore faut-il pouvoir marcher quelques dizaines de mètres supplémentaires. Vous vous en sentez capable avec mon aide ? Il hoche la tête sans trouver la force de me répondre, ce qui n'est pas franchement encourageant. S'il découvre que vous êtes étranger, ni vous ni moi n'y survivrons. J'ai compris, répond-il la mâchoire serrée. Je m'agenouille à ses côtés et lui ôte sa veste que je délaisse en plein milieu de la route. Sa cagoule suit le même chemin et je découvre enfin son visage. Une cascade de boucles brunes assez courtes s'éparpille sur son front, tandis que ses pupilles me scrutent attentivement, suivant chacun de mes gestes.
Ses traits sont plus délicats que ce à quoi je m'attendais. Des taches de rousseur parsèment son nez et le dessous de ses yeux, dont la couleur m'envoûte une fois de plus. J'aurais d'ailleurs préféré un regard plus rude, plus brutal. Alors peut-être n'aurais-je pas eu ces scrupules à le laisser agoniser dans la rue. Je l'aide à se relever et passe un bras sous ses aisselles. Si je n'ai pas une force herculéenne, je ne suis néanmoins pas fluette non plus. Encore que face à son physique de colosse, j'ai bien du mal à tenir la comparaison. Il décharge une partie de son poids sur mes épaules et nous avançons tant bien que mal. Son visage aux traits blafards se crispe à chacun de nos pas, et son visage vif se ternit malgré la robustesse de son allure. Je sens qu'il ne va pas tenir bien longtemps. Et ça m'inquiète. Pour lui. Pour moi surtout. Nous cheminons le long de la petite ruelle qui ne m'a jamais semblé aussi déserte. Pourtant, je scrute l'horizon chaque seconde, laissant ma peur m'envahir. « Oh, mon Dieu, Dr. Stevens, tout va bien ?» Cathy, qui habite à quelques pas de chez moi, se précipite vers nous d'un air affolé. Je mets ma main en visière pour atténuer les effets du soleil et plaque un air horrifié, pas trop difficile à simuler, sur mes traits. À cet instant, j'ai juste envie de pousser l'étranger dans ses bras et de m'enfuir pour repartir vers la sécurité de ma vie bien rangée. Mais étrangement, je n'en fais rien. Oh Cathy, il y a une attaque terrible au ministère. Des coups de feu, la terreur, des blessés partout. Elle porte la main à son cou, semblant oublier totalement l'homme qui m'accompagne. Il y a des morts ? Oui, mais tout est terminé maintenant. Je reprends discrètement la route avant qu'elle ne se tourne vers mon inconnu. C'est horrible ? Qui est-ce ? Vous ne l'emmenez pas à l'hôpital ? Son regard suspicieux oscille entre le blessé et moi. Mais un instinct primaire de survie prend le dessus et le ton que j'emploie est plus assuré que mon ressenti. C'est la panique, là-bas les secours ne savent pas où donner de la tête. Chris est un collègue de l'hôpital. Une balle l'a effleuré et je le ramène chez lui. Pas besoin de l'hôpital. Débitai-je d'un trait sans ciller. Je sens l'étranger s'accrocher à moi et je prie intérieurement que ma voisine ne remarque pas tout le sang qui s'échappe de sa plaie. Elle hoche la tête sans plus s'appesantir. Parce qu'ici, on ne se montre pas trop curieux. Juste suspicieux. Elle observe l'endroit d'où l'on vient et semble hésiter. Mais je ne lui laisse aucun répit. « Bonne journée quand même, Cathy !» lançai-je avec un léger sourire, sentant mes muscles s'ankyloser sous le poids du colosse qui faiblit. Je prends sur moi pour avancer un peu plus rapidement malgré la douleur lancinante de mon épaule et pousse littéralement l'homme dans mon appartement où il s'écroule en répandant du sang un peu partout. Je me penche vers lui pour le redresser, mais il a perdu connaissance. Merde, s'il meurt dans cet appartement, je vais au-devant de sacrés problèmes. Je le traîne comme je le peux vers ma chambre, lui retire sa chemise et son pantalon, mais sans parvenir à le hisser sur le lit. Je me contente donc de positionner un oreiller sous sa chevelure épaisse au reflet noisette, avant de passer dans la salle de bain spartiate pour récupérer ce dont j'ai besoin pour le soigner. Après un examen sommaire, je constate que les blessures sont moins critiques qu'à première vue. Si une balle a traversé son flanc droit, faisant abondamment saigner la blessure, en revanche, le sang qui s'écrasait sur mon épaule dans la ruelle provient juste d'un effleurement à l'arcade sourcilière, ce qui explique l'abondance du liquide vital. Je nettoie donc les plaies avec précaution. Mon patient, même inconscient, remue suffisamment pour me donner des sueurs froides et recoule les 2 blessures, après m'être assuré que celle au flanc n'avait touché aucun organe vital. L'étranger est toujours inconscient. Je le recouvre d'une couverture, sans pouvoir empêcher mon regard de parcourir sa silhouette. Ses muscles saillants sont dessinés à la perfection. Ses traits sont presque détendus désormais, moins effrayants aussi. Lorsque mes yeux détaillent son visage apaisé, ils accrochent son regard interrogateur et un brin provoquant. Ses lèvres se retroussent en un semblant de sourire. Mon cœur s'agite et je me sens embarrassée de l'avoir observé à son insu. En même temps, sans que je ne puisse occulter cette peur indicible du danger qui ne s'apaise toujours pas, je ne peux nier ma fascination. Sa peau, visiblement tannée par le soleil, rehausse la teinte emblématique de son regard aux allures de topaze bleuté. C'est ce qui me chamboule. Ses iris aux couleurs improbables. Oh oui, il est fascinant. Sans doute autant qu'il est dangereux. Vous devriez vous en sortir.
Lâchais-je en mettant de l'ordre dans la trousse de secours. Je me rends compte de l'incongruité de la situation. Agenouillée à même le sol, les vêtements poisseux et trempés, et cette chaleur qui s'infiltre insidieusement. Je m'appelle Lila. L'étranger ne réagit toujours pas. Il reste silencieux, observateur. Pire, il me scrute une fois de plus, me dévisage avec intensité. Mes doigts s'en mêlent et le désinfectant m'échappe des mains, s'écrasant sur le sol avec fracas. Ravi. Adrien. Hésite-t-il. C'est joli, Adrien. Mes pensées s'éparpillent et je me relève pour éviter d'affronter cette tension que je sens naître près de lui. Elle m'effraie, aussi sûrement que l'homme en lui-même. Vous m'excuserez si je ne suis pas aussi ravie que vous. Vous avez un peu gâché ma journée. À vrai dire, Luc l'a gâchée avant lui. Mais il n'est pas obligé de connaître tous les détails. Il va falloir rester tranquille quelques jours avant de... Impossible, je ne les ai pas ces quelques jours. Il faut que je trouve le moyen de sortir de Valéria. Adrien se redresse, grimace et retombe lourdement sur l'oreiller en gémissant. Je lève les yeux au ciel devant sa stupidité. Bien sûr, vous avez appris à voler. Alors ce sera parfait. Mon cynisme a l'air de l'amuser. Un franc sourire dévoile une rangée de dents parfaitement blanches et illumine son visage d'un air que je juge un peu trop confiant. Je n'ai pas besoin de voler, d'autres le feront pour moi. M'assure-t-il, énigmatique. Qui êtes-vous ? Ces quelques mots m'ont échappé. Un imbroglio de sentiments s'empare de moi. Je suis partagée entre la crainte et la curiosité maladive d'en apprendre plus. Je ne vis pas à Valéria, mais ça tu l'as déjà compris. J'appartiens à l'extérieur, au nouveau monde. Comment vivez-vous ? Combien reste-t-il de survivants ? Comment est la vie dehors ? Soufflai-je, sans réussir à mettre de l'ordre dans mes idées. Les pulsations battent contre mes tempes, et je peine à garder une respiration normale. L'extérieur me fascine, et même si je ne pourrais y survivre, j'ai cette soif de connaissance qui ne s'étanche jamais. Tout est à l'opposé de Valéria. Murmure-t-il les yeux dans le vague. Et heureusement, enchérit-il. Je sens qu'il lutte pour ne pas fermer les paupières. Il a perdu énormément de sang. À l'hôpital, on lui aurait sans aucun doute fait une transfusion, mais ici, je me sens impuissante. Il lui faut du repos, ce qui signifie qu'il va rester chez moi. Et ça, je ne m'en réjouis pas. Je rebrousse chemin vers la cuisine, puis reviens vers lui avec de la corde. Désolée, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je ne peux pas vous laisser ici sans m'assurer qu'il ne se passera rien. Ne sois pas désolée. J'accroche solidement ses poignets entre eux, puis à la tête du lit. Un homme robuste risquerait de s'échapper, mais je sais que dans son état, il n'a aucune chance. D'ailleurs, même ces liens ne servent sans doute à rien, hormis à me rassurer. Je lâche un soupir, tente de rendre sa position la plus confortable possible, avant d'essayer à nouveau de le convaincre. Soyez raisonnable. Vous ne pourrez aller nulle part. Après le coup d'éclat que vous avez provoqué, le quartier est quadrillé par les gardiens. C'est du suicide de sortir d'ici avant plusieurs jours. Je reprends mon souffle. Il ne cherche même plus à lutter. Je prends une douche et je vais au ministère. Je dois y travailler jusqu'à ce soir. En attendant, vous pouvez dormir. Adrien acquiesce et j'ai l'impression qu'il sombre immédiatement dans un profond sommeil. Pourtant, sa voix s'élève lorsque je rejoins la salle de bain. Plus personne ne vous voit personne dans le nouveau monde. Lila. Je tressaute, appréciant la pause avant que mon prénom ne fleurisse de ses lèvres entr'ouvertes. Mais je n'ai pas le temps de répliquer que déjà ses paupières se sont verrouillées. Je passe la porte du grand ministère en me fustigeant pour mon imprudence, pour ma bêtise, pour mon inconscience. Des traces de sang persistent encore sur le sol et je me demande furtivement combien de blessés il a pu y avoir dans les deux camps. Lorsque le couloir se scinde en deux voies, l'une menant au ministère de la Procréation, l'autre au bureau des représailles, mes pas ralentissent de même. La raison voudrait que je bifurque, que j'entre et claque la porte, puis annonce fièrement à Luc que j'ai capturé un étranger. Oui, mais voilà, mon instinct s'y refuse. Alors, je reste plantée quelques instants, essuyant les bousculades des travailleurs pressés. Mon cœur s'arrête quand une main se pose sur mon épaule encore endolorie. Je ne savais pas qu'on avait planté un arbre au beau milieu du couloir.
Je jette un coup d'œil rapide derrière moi, mais personne ne semble se préoccuper de nous. Alors je laisse éclore un sourire éblouissant destiné à Franck. Il se passe la main dans sa chevelure, un tantinet nerveux, mais me renvoie le même sourire. La quarantaine grisonnante lui procure cette aura de confiance, d'homme posé et droit dans ses baskets. Sans doute parce que c'est le cas d'ailleurs. Franck allait avoir 18 ans lorsque Valéria a été créée. À l'inverse des enfants comme moi, malléables et influençables, Franck ne s'est jamais laissé convaincre par les beaux discours de Conrad et de ses comparses. Pour lui, Valéria est une vaste fumisterie. Néanmoins, il connaît les dangers de l'extérieur, sans doute plus encore qu'un autre. Il a transité par plusieurs camps après la fin de l'Ancien Monde. Il a été vendu, torturé, utilisé. Il suffit d'un coup d'œil pour admirer la parfaite cicatrice qui barre son sourcil gauche et celle plus discrète qui orne son âme. Tu as l'air épuisé, heureusement tu n'étais pas dans le coin lors de l'attentat. Mon sourire s'évapore et je détourne les yeux. Je considère Franck, même s'il a à peine 15 ans de plus que moi, comme ce qui se rapproche le plus d'un père. Il a perdu toute sa famille au moment de la catastrophe. Il avait 2 sœurs, et inconsciemment, je suis sans doute devenue celle qu'il n'a jamais vue grandir. Je n'étais pas loin, avouai-je mystérieuse. Juliette m'a dit que tu voulais me parler ? Oui, j'ai 2 accouplements à modifier, murmure-t-il après s'être assuré qu'aucune oreille importune ne traînait. Si à Valéria tout sentiment est prohibé, comme partout, des hors-la-loi subsistent. Alors ce sentiment étrangement lointain qu'on appelle amour fleurit malgré les interdictions. Et Franck en est le parfait porte-parole. Amoureux depuis des années, il lutte en silence pour que ce sentiment intrépide perdure. « Donne-moi les noms », soufflai-je, peu sûre de moi. Si Juliette incarne l'idéal féminin duquel j'aimerais me rapprocher, Franck est son pendant masculin. À eux deux, ils m'insufflent un élan d'humanité que beaucoup de Valériens n'effleurent même pas. Franck frotte son menton et me glisse un petit bout de papier entre les doigts avec nervosité. Je l'enfonce dans ma poche l'air de rien, sans même baisser la tête. « Comment va Martha ?» Submergé par les hormones, souffle Franck avec mélancolie. Je le sens se crisper. Ses yeux se voilent d'une infinie tristesse, vite balayée par cet éclat de révolte que je ne connais que trop. Martha est la femme de sa vie. Un concept bien trop abstrait pour moi. Nourrir de tels sentiments envers autrui me paraît surréaliste et en même temps, je l'envie. Un peu. Avant que mon cerveau ne me raisonne, ne pas aimer, c'est survivre. À l'aube de ses 40 ans, Martha est enceinte. Ce sera sa 4e grossesse. Cette fois de Franck. J'ai réussi à maintes reprises à les accoupler sans que personne ne me suspecte. Mais cette petite graine d'espoir est une malédiction. Un futur déchirement, car ils ne verront jamais leur enfant grandir. Et la culpabilité m'étreint. Après tout, je suis certainement aussi fautive qu'eux de ce rapprochement. Pourtant, je sais que dans à peine quelques minutes, devant l'écran de mon ordinateur, je déplierai ce petit bout de papier pour taper à l'écran les 2 prénoms notés au stylo. 2 inconnus unis par un sentiment qui ne m'est que trop étranger. L'amour. Des talons résonnent dans le couloir devenu silencieux. Je me redresse après lui avoir adressé un dernier regard et avance avec précaution vers le département de la procréation. Je suis surprise d'y trouver Luc, en pleine conversation avec le président Conrad. Je tapote ma poche. La peur s'empare de moi en imaginant qu'ils sont au courant de ce que je trafique depuis des semaines. Je tente de la museler afin que le micro-ordinateur ne se déclenche pas. Mais, en définitive, il m'ignore royalement. Je prends donc place à mon bureau et lance les accouplements de la soirée, ainsi que ceux de demain. Le logiciel contient la liste des femmes en âge de procréer et leur probabilité d'ovulation mensuelle. Chacune d'entre elles se soumet à des tests gynécologiques réguliers qui permettent de déterminer une fenêtre d'ovulation assez précise d'environ 3 heures. Les hommes féconds, quant à eux, passent également de nombreux tests, de l'analyse de leur sperme à une étude génétique complète, afin que les accouplements soient optimum. Le jour de l'ovulation, chaque candidate est alors associée à un reproducteur qui peut différer selon les mois. Le but, au-delà de l'évidence de la procréation,
est de donner naissance à des enfants robustes et en bonne santé, car depuis la catastrophe, les complications de la grossesse sont fréquentes et les chances de survie d'un nouveau-né limitées. Mes yeux dérivent vers Marie, la secrétaire du bureau, lorsque son nom clignote à l'écran. J'intègre la donnée dans le fichier des reproducteurs, alors que le président Conrad sort avec sa nonchalance habituelle. L'interphone se met alors à résonner suffisamment fort pour que je ressente l'envie de me boucher les oreilles. Marie Schneider est attendue à l'espace Procréation. Je répète, Marie Schneider. La jeune femme croise mon regard désabusé. Elle est encore toute jeune, peu expérimentée. Non seulement naïve, mais aussi vite effrayée. Ses mains se serrent l'une contre l'autre alors qu'elle se lève, sans que je n'arrive à détacher les yeux de sa silhouette. Elle finira par s'habituer. Ou pas. Luc s'approche de moi comme un félin et fait mine de s'intéresser à l'écran de mon ordinateur. « Tu ne travailles pas tard, il me semble, vendredi soir prochain. » Souffle-t-il discrètement. Je tressaille au son de sa voix bien trop doucereuse. Si les relations hors accouplement, et pire, l'amour, sont interdites à Valéria, certains hommes haut placés semblent avoir un peu de mal à gérer leurs instincts primaires. D'ordinaire, ces hommes-là trouvent des conquêtes discrètes sans trop de soucis, d'où mon étonnement. Mais peut-être que je me trompe sur ses intentions? Oui, en effet. J'organise une petite soirée chez moi. Tu es la bienvenue. Non, je ne me suis pas trompée. Je croise son regard avide et mes palpitations s'accentuent. Si Luc est attirant, les relations sexuelles qui nous sont imposées m'ôtent tout désir potentiel. En même temps, jamais je n'en ai eu en dehors des accouplements, essentiellement parce que c'est interdit et punissable. Je ne sais quoi lui répondre. « Tu ne le regretteras pas », susurre-t-il en s'éloignant. Il faut croire que notre intermède du matin lui a un peu trop plu. « Tu ne le regretteras pas », sous-entendu, c'est si tu refuses que tu le regretteras. Un frisson glacé parcourt mon échine malgré la chaleur. Je connais son influence dans la cité, le pouvoir qu'il détient sur les gardiens et les châtiments pratiqués. Je me hâte de terminer mon travail, non sans avoir associé les 2 couples d'amoureux transmis par Franck. Je me sens assommée par cette journée riche en rebondissements et je n'ai qu'un seul désir. Dormir. C'est avec une certaine appréhension que je pousse la porte de mon appartement. Une peur de l'inconnu, dans tous les sens du terme, s'empare de mon esprit et mes doigts se mettent à trembler. Le silence qui m'accueille est de courte durée. Mon sac s'écrase sur le sol dans un fracas presque comique, tandis que la surprise me cloue sur place. « Juliette ?» Chapitre 3. Je dévisage mon ami, à court de mots. Mon regard balaye la pièce à la recherche d'Adrien, sans le trouver, une peur viscérale collée à la peau, avant de me rendre compte de l'absurdité de ma réaction. S'il y a bien une personne dont je n'ai rien à craindre, c'est Juliette. La tension se déverrouille. Un soupir s'échappe d'entre mes lèvres. « Que fais-tu ici ? On devait se retrouver ce soir, tu as oublié ? Pas étonnant, tu m'as l'air bien occupée aujourd'hui. » Ses lèvres se retroussent. L'ironie s'étale sur ses traits. Quant à moi, je m'écroule sur le canapé défraîchi, l'énergie ayant déserté la moindre parcelle de mon corps. Je me sens littéralement vidée. On en parle ou tu veux un compte-rendu, Juliette ? C'est un étranger, blessé, et il me semble que je sois... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.